Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Oh, Thérèse, vous n'auriez pas dû. C'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? C'est quoi Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est le Père Noël. Il souhaitait qu'on parlait de films de Noël, nos films de Noël préférés. Puis il voulait que je sois accompagné de mes reines. Ah bon, d'accord. Je comprends. Voilà. Oh, mais voilà. Voilà. Oh, ben J'ai-tu oui. signé pour ça, moi? Je me souviens pas d'avoir signé pour ça, moi non plus. Moi non. Ça te fait super bien. Pas sûr. Ouais, ça fait mon kit complet. À la fin, Bon, chers amis, vous ok. pouvez décider lequel des deux est Rodolphe. C'est pas moi qui a, le nez est pas rouge, là. Ouais, là, Alors, chers amis, là, j'entends rien, tu me l'as mis dans les oreilles. ben c'est peut-être mieux, t'entendras pas ce que quelqu'un va dire. Bon, tu sais qu'un reine, ça peut faire comme un taureau puis te rentrer dedans. Ouais, il y a trop de danger avec ceux-là. Fait que c'est un petit moment que je pogne là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, les films de Noël? Est-ce que ça signifie les films familiaux, des comédies, des films de terroristes? Un peu de tout, mais tant que ça se passe à Noël. Voilà, Je voilà. pense que le réflexe du monde, c'est toujours films familiaux. Ouais. Ouais. Ce qui fait qu'on oublie qu'il y a d'autres films de Noël qui sont pas nécessairement dans ce créneau-là. Non, mais c'est les ciné-cadeaux puis tout ça, là. Ouais. Donc, Ouais, mais encore là, Ciné Cadeau, Astérix, c'est pas un film de Noël, là. non, pas par Non, mais À moins ça, que tu calcules le plan dans Astérix et Cléopâtre, là, qui est le hiéroglyphe du Père Noël, là. C'est pas un film de Noël pour ça, là. Non, effectivement. Mais étant donné que on voit ça depuis qu'on est tout petit, on a l'impression que c'est des films de Noël. C'est comme un cadeau. En fait, c'est comme un cadeau. Ça quelque chose. Donc, on a fait une liste, on a fait chacun notre liste. Il y a des films qu'on a finalement eu en commun. C'est normal, parce que des films de Noël, il y en a. Il y en a quelques-uns qui sont oubliables, d'autres qui sont inoubliables. T'as pas mis Jingle All the Way sur ta liste? Ben, c'est sympathique quand même comme film. C'est quand même pas le pire des films. Il y en a eu des bien pires que ça. On va y aller dans l'ordre, si vous voulez. chronologie, mais alors c'est Miracle en 34e. Oui, l'original. L'original, C'est parce qu'il y a eu 1947. une, deux, En couleur ou en trois, noir et blanc? Noir et blanc. OK. Ah, il y en a eu combien de versions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 versions. Ouais. Ouais. OK, après Ils ont pas tous l'original, été t'en as eu en miraculeux, 1955, en 59, en 63, c'était vendu Broadway, qui a duré pendant bien longtemps. 73, 94, que je me rappelle avoir revu avec nouveau casque et puis revampage de côté actualité pour la technologie et tout. Ouais. Sauf que le meilleur, tant qu'à moi, reste le 1947 parce que l'esprit de Noël, de qu'est-ce que représente Kris Kringle, ça veut dire le Père Noël, est tellement là. La magie que ça opère en regardant ce film-là. Moi, je l'ai vu plusieurs fois, puis je l'ai revu parce qu'on discutait. Et j'ai eu la même émotion que quand j'étais un petit gars. Ben oui. OK, là, est-ce que tu veux que je l'enlève? Non, Parce c'est que là, correct. c'est c'est un peu ridicule. On va je faire parle notre de Kris Kringle. crédibilité avec ça. Ouais, c'est vrai, hein? Bon. Tiens, toi. Oh, tu vois, lui, il garde. Eh oui, il garde, c'est correct, c'est le Père Noël. Non, moi, je veux rien savoir. Mais, Je me frotte le pompon. s'il y a des enfants qui chutent, regardez pas ça. Il faut pas l'écouter non plus, hein? Mais, c'est ça. Donc, pour Miracle en 34e rue, j'ai trouvé ça génial parce que ça représente qu'est-ce que l'esprit de Noël, on a connu jeune. Ça te donne ça. Même si c'est plus adulte, mais la façon que c'est fait, le jeu, Nathalie Wood, une des rares fois qu'on la voit jeune, parce qu'elle est morte pas longtemps après, là. Mais c'est dans tous les films de Noël, c'est mon film de Noël fétiche, parce que c'est là, tout l'esprit qui se retrouve, là. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est La chose, c'est une thématique qui va, on va voir dans les autres titres qu'on va dire, mais qui revient souvent justement le côté nostalgique, puis l'adulte sur le regard du passé, puis ça me rappelle mon enfance. Je trouve que ça revient souvent. Oui, ça revient souvent, mais celui-là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que Kris Kringle, qui est le Père Noël, qui se prend vraiment pour le Père Noël, c'est chiale de la commercialisation de Noël. Puis on parle pareil de 1947. Là. Quand même. Donc, il avait déjà commencé à faire ça dans ce temps-là. C'est parce que nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, on a eu des périodes où quand le temps des fêtes arrivait, tu disais, parce que ça devient lourd, là, tu sais, trouve les cadeaux, cours après, à gauche, à droite, c'est quoi tu vas avoir? Bon. Ouais. Bon.
Ben, c'est peut-être plus aussi quand t'es ado. Faut que j'aille chez ma tante une thèse, un maudit bec en pincette, puis capable. Mon oncle Gingras qui pue de la bouche. Puis ben, en tout cas. On salue mon oncle Gingras. Alors, on passe à un autre film. Peut-être que Stéphane va pouvoir en parler. Je sais pas si Ben oui, je l'ai enfin vu. Tu l'as vu hier. Bon, écoute, peut-être qu'un jour, il va y avoir de Shining aussi. Ouais. Alors, Le Père Noël est une ordure, film de 1982. Gary, écoute, c'est un film qui est un classique en son genre, qui est méconnu quand même pour certains. Film français. C'est la gang des Splendides. Du Splendide, oui, effectivement. Qui a fait, entre autres, Les Bronzés, pour ceux qui peut-être connaissent davantage. Toute cette gang-là se sont connus au lycée, donc ça fait longtemps qu'ils étaient dans une dynamique ensemble. Alors, évidemment, on parle de Thierry Lhermitte, entre autres, de Gérard Jugnot, qui sont les plus connus. Exactement. Il y a Anémone qui est un peu connu. Ouais, mais tu sais, Michel Blanc, qu'on voit pas dans le film. Non, mais c'est la voix, exactement. Mais alors, comment t'as trouvé cet univers absurde un peu théâtral? Ben, c'est du film français. C'est cela, oui. Ouais, c'est cela, oui. Non, j'ai aimé, écoute, le début du film, j'ai ri, là. Il y a des gags là-dedans, là, comme le gars qui veut se suicider, puis le téléphone fonctionne mal, puis l'autre est au bout de la ligne. Mais là, je vous entends pas, appuyez sur le bouton. J'ai fait, oh boy, ok. J'ai ri au début. Où j'ai décroché un peu, c'est quand il y a le personnage de Josette, celle qui est aidant, là, à la... Elle, c'était trop cartoon pour moi. Je trouve que ça venait trop casser le film. Parce que les autres, c'est comme tu dis, c'est cela. C'est que c'est des personnages qui sont sérieux, mais qui viennent ridicules dans leurs propos, ou justement, la façon qu'ils sont faits, ils sont dans des situations qui se fait comme, OK, mais je trouve que le personnage de Josette, quand elle est plus impliquée dans le film, là, j'ai décroché un peu. Je trouve que la caricature était poussée trop loin. Mais, comme tu m'avais averti, il faut être dans un état d'esprit particulier pour voir ce film-là. Parce que il y a des côtés sombres. Plus que sombre. Très sombres, je veux dire. C'est parce que c'est de la caricature, mais c'est de la caricature, c'est du Charlie Hebdo, là, à certains moments. Exactement, parce qu'il y a un niveau, juste la réaction, tu sais, du couple, tu sais, qui, quand ils ont décidé de se débarrasser du corps, c'est ça. Tu sais, mais ils sont de connivence. C'est tout à fait normal. Oui, c'est ça. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? Ferme la porte, là, ferme la porte. OK, lui, je vais comme faire sa job. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que je t'aime, mon gros loup. C'est pour ça que je t'aime, mon gros loup. Mon Dieu, c'est le combien qui décolle. Mais c'est génial en même temps. Parce que c'est du comme tu peux pas croire. Puis même, tu vois, il y a une situation... Peut-être dans un autre film, j'aurais trouvé ça ridicule, mais la femme qui est pognée dans l'ascenseur, là. Oui. Ça y arrive 2 fois. Ouais, c'est extraordinaire. Écoute, je suis parti à rire, là. C'est extraordinaire avec la trompette, puis tout ça. Et en plus, il y a des gens qui pourraient l'aider, qui habitent dans le building. Non, ils viennent chercher l'autre gang pour la sortir de là. C'est que la trompette, la fille joue de la trompette pour se faire sauver, puis les autres, ils font, oui, SOS amitié. Puis là, t'entends dans le porte. Ils font rien. Comme tu dis, c'est le voisin. Ben là, encore une votre crème, là. Tu sais, faites de quoi? Il y a toujours des troubles avec vous, là. C'est comme, donc alors, je l'avais jamais vu. Puis là, je l'ai enfin vu, parce que justement, tout le monde, hey, la Père Noël est une ordure, la Père Noël est une ordure. Il faut que je le voie, là. Je l'entends parler à tous les années. Donc là, c'est fait, je l'ai vu. Puis non, c'est le fun. Puis c'est drôle parce que ce film-là, tu le vois une première fois, puis je pense que c'est quand tu le revois. C'est le genre de, tu sais, quand des fois, il y a des sitcoms que tu écoutes, puis bon, tu les regardes une fois, puis tu vas pas les revoir. C'est comme, je donne un exemple, comme par exemple Friends, c'est le genre de sitcom que tu peux réécouter, que tu vas trouver drôle encore une deuxième fois pour la plupart des gens. Ce genre de truc-là, c'est quand tu le réécoutes que tu le trouves encore plus drôle. Puis quand tu retournes sur YouTube puis tu vois, par exemple, ils font un genre de condensé des 10 meilleurs moments ou quoi que ce soit, il y a comme 8-10 minutes. Puis là, tu regardes tout ça en ligne, en rafale, puis tu te dis, voyons, c'est incroyable comment c'est tellement, tellement drôle. Alors bref, pour ce genre de film-là... Ben, juste la scène du tableau. Oui, dans c'est le ça, tableau. oui. Ah, j'ai manqué le port. OK, c'est juste ça que tu vois dans le tableau, là. En tout cas. Alors, il y a des scènes vraiment... Bon, il y a des scènes mémorables. À découvrir, en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement aimer ça, c'est pas nécessairement un humour pour tout le monde. Mais c'est pas seulement ça, tu l'as bien dit, il faut un certain état d'esprit pour l'avoir. Donc, switch off, s'il vous plaît, puis accepter le n'importe quoi, parce que ça s'en va jamais où est-ce que vous pensez. Là. Non. Non, ça c'est un fait. Heureusement que je vous ai pas mis de la bouffe dans la boîte. J'ai rien roulé en dessous de mes aisselles. Trading Places 1983, que vous avez mis tous les deux. Moi, c'était pas un film qui m'avait marqué, mais semble-t-il, vous deux, oui. Ben, moi, c'est le deuxième film de Eddie Murphy. Dans le temps, il
il avait commencé, il était dans Saturday Night Live. Avec Dan il avait fait, Aykroyd. ouais, c'est ça, il avait fait 48 Hours avant. Jamie Curtis aussi, je crois bien là-dedans. Oui, Jamie exactement. Puis Murphy, dans le temps, je me rappelle, c'est à cause de Saturday Night Live, il me faisait vraiment rire. Puis Dan Aykroyd, c'est dans le temps, dans ce temps-là, il y avait sa folie. Il était pas rendu sérieux, il est un peu bizarroïde, là. J'avais adoré vraiment ce film-là. Puis ça, tu sais, puis c'est niaiseux, là, mais dans le temps, c'est rare qu'on voyait un noir dans un rôle où est-ce qu'il était, où est-ce que le blanc, entre guillemets, se faisait avoir pendant son propre jeu. Puis c'était vraiment, mais c'est pas méchant, c'était juste comique, là, la façon qu'il montrait tout ça, là. Tu sais, un pari, en gros, le film, c'est deux riches qui ont le film, qui font un pari, si on inverse les rôles, comment ils vont réagir si l'autre qui a été dans le bon chemin va dériver. Ben, c'est pour voir si l'environnement a une influence sur ton comportement. Ouais. Genre, si t'es pauvre, est-ce que tu vas rester pauvre toute ta vie, tu vas agir comme un trou de cul, puis si t'es riche, vas-tu toujours être guindé, puis... C'est ça, mais c'est très bien réussi, parce que finalement, ils se font avoir, Ben oui. les petits Chris. Moi, ce film-là, c'est le titre français que je déteste, là. Un fauteuil pour deux. Ah oui, je c'est sais vrai, pas c'est qui a vrai. pensé ce titre-là. Ben, c'est comme Dangereusement Beau, t'as vu To a Kill, Ouais. c'est le genre de titre qu'on Fait que moi, j'ai aimé ce film-là parce que souvent, les films où ils font des changements de personnalité, tout ça, ça devient long, puis ça s'étire, puis là, ils vont-tu finir par le savoir? Puis dans ce film-là, ça se résout assez vite. Oui. Tu sais, ils font le changement d'environnement d'Eddie Murphy, qui est un itinérant, qu'on sait pas qu'est-ce qui l'a rendu là, mais qui est un itinérant, il change de place, puis là, ça pourrait durer tout le film, puis c'est comme juste dans le dernier 10 minutes, c'est comme, ah ben non, finalement, on va revenir où ce qu'on était. Tu sais, non, dans le milieu du film, c'est que Eddie Murphy trouve justement le coup de cochon que les deux riches ont fait. Puis là, il communique avec le riche, puis là, il explique tout le coup qu'ils se sont fait faire. Puis là, ils deviennent complices ensemble pour se venger. Puis c'est là que le film est intéressant. Puis ce que j'aime du film aussi, c'est que c'est pas le pauvre et niaiseux et le riche est brillant. Tout ça. Non, parce qu'Eddie Murphy, il est quand même brillant dans ce qu'il fait. Là. C'est pas genre l'épée de service. Non, donc la complicité du duo Aykroyd puis Eddie Murphy, elle est le fun à voir. Ouais, puis avec Jamie Lee Curtis qui s'ajoute là-dedans pour les aider. Ben, tu vois, Jamie Lee Curtis, elle, ça c'est juste un article que j'avais lu, les producteurs étaient réticents à l'engager parce qu'elle était, tu sais, cataloguée film d'horreur. Oui, c'est son premier film. C'est sa première c'est ça, comédie. Puis exactement. même, je dirais, il y a un plan dans le film qu'à un moment donné, elle monte ses seins. Tu sais, tu vas peut-être dire, ben là, c'était-tu nécessaire? Mais je pense que c'est pour casser l'image de la vierge Ouais, pure, qu'on qu'il faut a pas vu. qu'il se fasse tuer dans les films d'horreur. Fait que je pense qu'elle a comme cassé un peu son image, Ça, oui, là. parce qu'elle joue le prostitué. Oui, Ben, c'est ça. Je me souviens de ça. Puis, ben, tu sais, comment dirais-je, le typecast, il était encore plus gros dans cette période-là. C'était une screen Scream Queen. Queen, Scream qui Queen. restait à vie. Parce qu'il y avait une méchante gang qui ont commencé avec elle, qui n'ont jamais débarqué de Oui, ça, elle avait là. fait 4 films d'horreur. C'était Ouais, ça, c'est ça. là. C'est Terror ça. Train, puis elle avait fait Ah, les deux les deux Halloween, Halloween. puis The Fog. Ouais. Ben, ça me donne le goût de le revoir parce que je l'ai vu probablement en 85 en DVD là, à l'époque. En VHS, c'était pas en DVD, c'était en VHS. Cette fois-ci, là, je me suis trompé pour une fois dans l'autre sens. Non, mais c'est un film léger, mais qui est le fun. Je trouve l'humour qu'il y a dedans, c'est Ouais, intelligent. puis il est Puis comme très tu disais, bien Eddie Murphy, il est drôle là-dedans. Ouais. Puis en plus, il y a quelques plans où le personnage d'Eddie Murphy nous fait des clins d'œil comme spectateur. Il nous regarde. Ouais. Tu sais, comme justement, à un moment donné, quand il explique à Eddie Murphy, là, en tout cas, les deux riches expliquent quelque chose, là. Puis, tu vois, Eddie Murphy qui regarde la caméra comme pour dire à nous autres spectateurs, comme, ils me prennent pour un câble, là, tu sais. Fait que, il y a des petits clins d'œil aux spectateurs qui est fait aussi. Fait que 2-3 ans avant Ferris Bueller, on se permettait un petit clin d'œil. La même année, Christmas Story, Stéphane? Oui, ça c'est mon film, ça c'est mon classique ultime. Christmas Story. A Christmas Story, l'histoire du petit gars qui veut un fusil à plomb et que ses parents veulent pas. Donc, c'est un film canadien, réalisé par Bob Clark. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est Bob Clark, c'est le gars qui a Porky's. réalisé Porky's, et la même année que Christmas Story, il a fait Porky's 2. Le Porky's, c'est, tu sais, ceux qui n'ont jamais vu le film, là, c'est des ados qui On a tous vu découvrent le leur film. sexualité. On a tous vu le film. Ouais, je parle des plus jeunes. là. Ils l'ont tous Ceux vu, qui n'ont pas pareil. l'âge de le voir. Ils ont vu pire. Ouais, c'est ça. Fait que dans Christmas Story, ben, tu vois, tantôt on parlait de la nostalgie. Ben, tu vois, ce film-là, c'est un adulte qui fait la narration de son enfance. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est la péripétie de son enfance pour avoir son fameux fusil à plomb. Ben, moi, ce film-là, j'ai découvert ça par hasard à la télévision. Puis j'ai regardé ça avec mes frères, puis on a pleuré. Il y a des scènes là-dedans, là. C'était tellement ce que nous autres, on a vécu quand on est jeunes. Puis quand on a vu ce film-là, on l'a fait voir à nos parents. Puis les autres, c'était plus à leur époque, ça se passe.
Les autres aussi, ils ont vu des affaires de leur époque. Fait que je pense que c'est un film qui fonctionne pour ton enfance, ta nostalgie, ça vient te chercher quelque part. Moi, la scène, il y a deux scènes là-dedans. Il y a la scène où ce que le père va négocier l'arbre de Noël. Je vivais ça chez nous, là. On partait en famille, acheter un arbre de Noël, puis mon père, c'était comme, ouais, il manque des branches, hein, tu pourrais m'enlever 10 piastres. Fait que dans le film, là, la scène où ce que le père... C'est pour ça, la fin... Fait que dans le film où ce que le père fait ça, va négocier, là, puis là, il négocie, puis, ben, je te donne une corde pour l'attacher, puis je te le mets à tel prix, ok, c'est... Fait qu'on arrive, puis l'autre chose, je pense qu'on a tous vécu ça, nos mères qui nous surhabillent l'hiver. Fait qu'à un moment donné, t'as le petit frère du personnage principal qui se fait habiller avec le foulard, puis écoute, il est tellement habillé qu'il se promène, il est comme ça, il peut pas plier ses bras. Écoute, on a vécu ça, là. Tu sais, je pense, peu importe l'âge que t'as, tout le monde a vécu ça. Fait que je trouve que ce film-là, il est génial pour ça, là. Tu sais, puis ma mère, elle, c'est la scène où le petit gars se colle la langue sur le poteau. Je fais juste y penser, puis j'ai encore mal. Ouais, elle a vécu ça qu'elle m'avait dit. Elle dit, c'est pas elle qui l'avait collé, ça, mais il y avait, quand elle il y a quelqu'un qui l'a collé pour elle? Non, mais quand elle allait à l'école, c'est arrivé. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est un film qui joue beaucoup sur la nostalgie. Ouais, ça joue beaucoup sur la nostalgie, puis le fait que le narrateur nous le raconte, puis même encore là, des fois le petit gars nous regarde à la caméra. Tu sais. Les films où les gens nous regardent. Regarde, on vous regarde, là. Salut! Fait que, non, c'est un film, puis il joue tous les années à la télévision. Fait que, si vous l'avez pas vu, vous avez une chance de le voir. Attention, Jessica, Stéphane a un fusil à plomb. Gremlins, bon, c'était pas parmi nos 5 préférés, mais c'est quand même un film qui a été marquant dans les années 80. Rire. Oui, ben oui, c'est parce que c'est comme un dérivé de film d'horreur, mais avec une touche. Mais au départ, il était censé être un film d'horreur, mais ça a comme viré. Mais cette année-là, il y a eu un problème avec je cherche tout le temps le mot français. Les ratings. Les cotes. Les cotes d'écoute. Les cotes, parce que cette année-là, tu as eu Gremlins puis tu avais eu Ghostbusters. Ouais. Puis les deux, c'est comme. C'est un film d'horreur, mais c'est pas vraiment de l'horreur. Tu sais, Ghostbusters, c'est drôle. Tu sais, puis Gremlins, c'est la même chose. C'est de l'horreur, mais il y a des bouts drôles. Fait que là, c'est là qu'ils ont commencé à penser à changer les cotes, puis ils sont avec les 13 ans au lieu de 16. Puis cette année-là, t'as eu ces films-là qui étaient comme entre deux eaux. Ouais, entre deux eaux, mais tu sais, tu prends par exemple Gremlin, il est super mignon. Oui, c'est petit Gizmo. Gizmo, exactement. Mais t'avais aussi t'as aussi un réalisateur qui, même s'il faisait du film d'horreur, dans ses films d'horreur, il y avait des points d'humour. Joe Dante, ça a toujours été un peu ça. Ça a été sa marque de commerce. Ça a toujours été sa marque de commerce, effectivement. Mais le côté mignon, avant de devenir la bébite, là, t'es tellement charmé que quand il devient la bébite, tu peux juste rire. Oui. Parce que c'est tellement invraisemblable, autant la scène dans le micro, dans le cinéma. Hey, la scène du cinéma, je pense que je l'ai revu quelques années après parce que je me souvenais pas de grand chose. J'étais tellement crampé. Ben oui, c'est un party de fou. Je veux dire, à un moment donné, ils chantent, ils sont là, les Gremlins, ils ont le ça, mais ils ont tout sur la tête, puis ils chantent des cantiques de Noël. C'est vraiment... dans le 2, dans Gremlins 2, il y a un moment donné, si tu vas le voir en cinéma, le film arrête. Oui. Puis là, tu es au cinéma, puis tu penses vraiment que la projection. Puis là, j'avais trouvé ça génial de jouer avec le médium où ce que tu regardes le film. Là. Puis ils ont fait ça après dans certains films, là. Mais je pense que c'est un des premiers qui ont fait ça. Ils ont parti de mode. Ils ont fait ça dans la soirée du ciné. Gremlins, ouais. Mais ça, je sais pas si ça a bien vieilli. Des fois, je le regarde, je fais comme, c'est le fun. Des fois, je regarde, je fais comme, je l'ai pas revu depuis, là, tu sais, non, j'ai vu peut-être 2-3 fois, mais c'est un bon film d'ado. Ouais, c'est ça. Mais dans les années 80, tu sais, dans les années 2000, j'ai pas revu, alors je sais pas si, en tant qu'adulte, mon cerveau accepterait... mais je pense qu'il y a une espèce de call following, parce que le Gremlins, là, le Gizmo est encore en vente pour les gens. Oui, exactement. Il marche, oui, tout à fait. Là-dessus, c'est vraiment resté très longtemps. En 87, et là, c'est Planes, Trains and Automobiles. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de le prononcer comme il faut. Vous le direz 3 fois en ligne. Planes, Trains and Automobiles. C'est comme ça qu'il le disait avec ses frères. C'est un faux film de Noël, je vous l'avais dit. En fait, c'est un film de Thanksgiving. Mais évidemment, pour les Américains, ça va de pair. C'est comme un mois avant. C'est la préparation à Noël. C'est le passage obligé. Et pour moi, c'est parce que j'adore ce film-là. Je le trouve tellement hilarant. Est-ce que c'est John Candy? C'est John Candy, c'est un film de John Hughes. Oui. C'est le premier film que John Hughes a réalisé après Il n'a pas réalisé celui-là. Oui. Il l'a écrit. Non, il l'a réalisé. Il l'a réalisé aussi. C'est son premier film après sa série de films d'ado. OK.
Dès qu'il a eu terminé Ferris Bueller, il a fait celui-là. Et moi, John Candy, je suis pas nécessairement un fan de tous les films qu'il a fait, parce qu'il y en a quelques-uns où il était vraiment pas drôle. Je pense que c'est son meilleur. Non, Uncle Buck. Moi, j'ai pas aimé Uncle Buck. OK, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as le droit. T'as le droit. La plupart des filles que t'aimes, on les aime pas. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais c'est probablement un de ses meilleurs. Puis le duo, c'est une espèce de duo improbable, en plus avec Steve Martin, parce que Steve Martin fait le straight man là-dedans complètement. Puis John Candy est un vendeur, le vendeur extraverti. Alors là, c'est la rencontre de ces deux gars-là. Lui, c'est Steve Martin qui veut retourner chez lui pour Thanksgiving et qui n'y arrive jamais, qui va utiliser tous les moyens de locomotion possibles, d'ailleurs d'où le titre. Ouais. Et évidemment, John Candy qui, évidemment, à chaque fois, va être pris à côté de lui, va se retrouver sur son... Évidemment, c'est une espèce de périple incroyable. Et c'est une espèce de duo, puis c'est tellement, ça devient une espèce d'histoire d'amitié aussi qui se peut pas. Ouais. Mais c'est un beau film parce que, d'abord, probablement, il est hilarant. Il y a des passages hilarants. Évidemment, la fameuse scène où ils sont tous les deux couchés dans le lit. Ça, avec les oreillers. Avec les oreillers, exactement. Des long pillows. Puis la scène aussi où ils sont sur l'autoroute à sens inverse, écoute, où John Candy devient le diable. Là, où, ça, ce sont des scènes inoubliables. Ouais. Donc, pour moi, c'est un film qui est vraiment presque parfait dans ce genre de film-là. C'est pas la comédie où tu vas rire tout le long, mais il y a des beaux moments, il y a des beaux moments d'émotion. Il se termine peut-être un peu de manière un peu décevante, là. Ouais, il y a une espèce de petit, malgré tout. Ça ressemble à du John Hughes, là. John Hughes qui veut tout le temps être rassembleur un peu dans son genre de film. Ouais, qui réussit. Là, on s'en va dans un autre univers, là. Les gens disent, c'est un film de Noël. Comme il va en avoir un autre, c'est pas un film de Noël. Ouais, je pense à la fin, ça va avoir une coupe de fou aussi. Ouais, pas un film de Noël. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Il y en a 2, 3 comme ça. Ouais. Alors, Lethal Weapon, la première scène, de toute façon, ça se passe à Noël, 1987. Ouais. Bon, on pense pas que c'est un film de Noël parce que, ça se passe à Los Angeles, donc il n'y a pas de neige. 2, ça a sorti l'été. Oui, c'est vrai. Ça rentre dans les blockbusters estivales, fait que tu penses pas que c'est un film de Noël. Et pourtant, la première scène où on voit le personnage de Mel Gibson, il fait une arrestation de drogue sur un site où ils vendent des sapins de Noël. Exactement. C'est là que tu fais que, OK, ça se passe à Noël. Puis la fin du film, ben, ils s'en vont souper, puis la maison est décorée à Noël. Exactement. C'est Richard Donner qui avait... C'est Richard Donner qui a réalisé le film. C'est bon film. C'est un des bons films. Même, je dirais, il n'y a plus vraiment de films comme ça qui se fait aujourd'hui. Tu sais, le duo de policiers, oui, on en voit d'autres, mais typique comme ça. Mais moi, ce que j'aime de ce film-là encore aujourd'hui, c'est le côté urbain. Puis je trouve que c'est quelque chose qui se perd. En tout cas, c'est peut-être juste ma perception, mais je trouve que, tu sais, c'est comme le troisième Die Hard. Tu sais, il était fier de dire, on l'a filmé à New York. Ou, tu sais, tu regardais un film comme Tootsie, tu sens que c'est New York. C'est le vrai New York, la vraie ville. Puis je trouve, dans Lethal Weapon, t'as le vrai Los Angeles. Tu sens que c'est à Los Angeles, que, tu sais, c'est l'asphalte, ça pue le gaz de Los Angeles. Je trouve qu'on n'a plus ça dans les films aujourd'hui. Premièrement parce qu'ils tournent plus à Los Angeles, ils tournent ailleurs parce que ça coûte moins cher, ou ils font des décors en virtuel. Complètement. Mais là, on est rendu dans Green Screen présentement. Je trouve qu'on perd cet aspect-là. Fait que Lethal Weapons, quand je le regarde encore, moi, c'est ça que j'aime, c'est vraiment le côté urbain. Puis on a le classique du duo héroïque, là, le père de famille, l'autre qui est solitaire, plus cowboy. Un bon méchant, là. Gary Busey, là-dedans, est un bon méchant. T'as ça, mais t'as cette espèce de complicité-là. Tu sais, ça s'invente pas une complicité comme ça. C'est ça qui est génial, là. On sait pas si ça fonctionnait bien à l'extérieur quand les caméras étaient coupées, mais je veux dire, sur scène, c'était vraiment, là. Mais ils ont réussi à garder la dynamique, parce que tu regardes les Lethal Weapon, même quand ils ont ajouté dans le troisième la femme, elle fitait, là, dans cette je trouve que c'est là que ça a commencé. Non, c'est pas son nom. Non, c'est René Rousseau. Exactement. Rousseau. Mais je trouve que c'est rendu là, par exemple, que ça commençait à faire ça. Puis là, dans le quatrième, c'était pas bon. trop de personnages. Puis 2, ben justement, la complicité, l'affaire du duo héroïque, ben là, il était trop... grand, je veux dire, tu sais, Lethal Weapon. Mel Gibson, parce que c'est lui le Lethal Weapon. Mel Gibson, il était plus le héros solitaire, dangereux cowboy, parce que là, il était en couple, puis il va avoir des enfants, fait que tu viens déjà comme de changer son personnage, l'autre il est encore le père de famille, fait que là, il avait comme 2 personnages pareils. Fait que c'est là, je trouve que... c'est ce qui est arrivé avec Batman. Quand on a eu Batman, il y a eu Robin, il y a eu Batgirl, il y avait trop de personnages. Voilà. Fait qu'un classique en son genre. Oui, tout à fait, à voir pour y revoir. En 1989, National Lampoon's Christmas Vacation,
Je l'ai sauté, hein? 1988. 88, oui, puis ça n'est pas... oui, vraiment. Un autre film, on pense pas que c'est un film de Noël. Ouais, Oui, Die Hard. Oui, il y en a toujours. Mais non, c'est un film de Noël. T'as-tu l'été? Le Nakatomi Plaza! À chaque fois qu'on parle de Die Hard, de toute façon, on vous le répète parce qu'on se préparait à cette liste-là. Fait que c'est un film qui se passe à Noël. Voilà, parce que c'est voilà. ça qui fait que John McClane... Ça se passe la même année que Lethal Weapon. C'est juste pas la même place. Fait qu'un film, ça aussi, c'est devenu un classique. Puis même, je dirais que c'est un film qui a amené un changement dans le film d'action. Pas seulement oui, dans le film d'action, mais aussi dans la perception des acteurs qu'on prend pour faire des films d'action. Dans ce temps-là, Bruce Willis, il faisait Moonlightning à la télévision. Il était connu et populaire, mais il n'était pas reconnu pour faire des films d'action parce que c'était toujours les mêmes, là, la Rambo, puis Schwarzenegger et quelques-uns dans les séries B. Oui. Mais lui, il arrive là avec toute l'attitude qu'il faut là-dedans. Et c'est une autre façon de voir les choses complètement, là, parce que là, si t'as un bon acteur qui est bien dirigé, là, peu importe, ça va marcher ton film d'action. Ouais, mais c'est parce que l'autre... Mais il y a un bon méchant aussi. Ouais, c'est ça. Il y a le méchant. C'était la première fois que Alan Rickman, c'était son premier rôle au cinéma qui était assez marquant. Ben oui, Ça l'a révélé à Hollywood. Ce gars-là venait du théâtre britannique. Là. Ils sont allés, parce qu'ils l'ont vu sur scène, ils sont allés le chercher pour jouer le rôle. Mais l'autre affaire qu'il y a, c'est comme tu dis, les films d'action, c'était une autre recette. Là, dans ces années-là, c'était Stallone ou Arnold. Et c'était les gros bras. Ça fait juste regarder Rambo entre le 1 et le 2. Là, quand tu vois le 2, là, qu'on fait un gros plan de sa veine parce qu'il aiguise son couteau puis il attache ses bottes, tu vois les veines. Puis Commando, t'as Arnold, là, tu sais, il se barbouille partout puis il enlève sa T'as pas de veine veste, quand t'attaches tes bottes? Non, moi c'est juste dans le cou quand je file pas. Fait que là, t'arrivais avec Bruce Willis, son personnage de John McClane, qui est pas les gros bras. Mais il va dans cette mentalité-là parce qu'il fait tout le film en camisole. On voit ses bras, mais c'est pas le gars avec la veine. Puis, fait qu'on avait avec un gars plus humain, dans des situations poussées à l'extrême, que tu dis, OK, qu'est-ce que j'aurais fait rendu là? Moi, la scène que je dis tout le temps, c'est sur le toit, là. Tu sais que le toit va sauter, qu'est-ce que tu fais? Il attache la hausse, puis il saute en bas du toit. C'est toujours poussé à l'extrême, toujours poussé à l'extrême. Et le film est intelligent à cause de son méchant. Oui. Puis là encore, la preuve, c'est quand il se rend compte que John McClane est nu-pied, puis il dit à son goon, là, tire d'un vite, comme ça il pourra pas marcher, il pourra pas sauver, il va se couper les pieds. C'est toutes des petites affaires dans tu fais wow, le méchant est brillant, ce qui fait que le héros a quelque chose de difficile à affronter. Mais c'est un film qui a influencé, comme je dis, le genre de film d'action, parce qu'après ça, il y avait plein de films, puis c'était tout le temps comme c'est Die Hard, tu sais, comme Under Siege, le film avec Steven Seagal, c'est comme Die Hard sur un bateau. The Air Force One avec Harrison Ford, c'est comme Die Hard, mais dans un avion. Puis je dirais que ça suivait encore, parce que si tu prends un film comme The Raid, ou le film Le Nouveau Dread, ben ça se passe tout dans un building. Exactement. C'est comme Die Hard, mais avec un casque. C'est ça. Fait que Die Hard a vraiment, là, c'est 1988 avec Die Hard, il s'est passé de quoi dans le film d'action? Oui. Ouais. Vas-tu parler de mon film, là? Oui. National Lampoon's Christmas Vacation. Alors, le sapin a des boules. Ouais, un autre titre français ridicule. Oui. C'est quoi le nom? Ben, c'est devenu le sapin des boules. Le sapin des boules. C'est le titre français de... Non, chaque année à TVA, t'as ça. Non, moi, je regarde pas ça, là. Excuse, là. Non. Ben, moi, c'est sans doute le film, moi, à chaque année que je veux voir. C'est probablement parce que ça se passe vraiment, là, dans le temps des fêtes, il y a de la neige. Ouais. Il n'y a pas de terroristes. Mais, Ben, oui, il y a un écureuil terroriste. c'est à cause de Chevy Chase, comment qui... Oui, moi, c'est vraiment... parmi les humoristes que j'aime voir à l'écran, c'en est un. Bon, on sait que Chevy Chase, c'était pas un personnage très extraordinaire quand il se lançait de même. Là. Mais à l'écran, moi, j'adorais le voir performer, puis c'est probablement le meilleur film dans lequel on l'a vu faire. Il est à son meilleur, c'est vraiment très drôle. Ses expressions sont toujours hallucinantes et très, très, très comiques. Mais outre cela, je trouve que c'est le film familial parfait. On s'amuse, il y a d'émotions, il y a des scènes qui sont inoubliables, évidemment. Bon, la fameuse scène où la maison. La fameuse scène où le chat est électrocuté. Une des scènes les plus drôles pour moi, c'est quand il fait du chasse-neige, le corps de chasse-neige, mais quand il glisse, là. OK. Ça, je sais pas si vous vous en souvenez, ça vous dit rien? Jamais vu. T'as jamais vu Christmas Vacation? Je te l'ai envoyé, là. Tu te serviras, tu sais, franchement, là? Non. Hein?
Je peux pas comprendre. Toutes les scènes, tu dis, je les ai vues. Mais c'est comme The Shining. Demande-moi pas ça va où dans l'ordre du film, mais j'ai tout vu ça partir. Ok, je suis un peu surpris, là, parce que c'est Ah un oui. gros... C'était fort, là, notre gang, là. Okay. La scène de la dinde, entre autres, à table, là, ça, c'est un classique. Là, c'est rendu des mines, ces affaires-là. Oui, exactement. Que le monde sait même pas d'où c'est que ça sort, mais tu sais, il y a plein de bouts qui sont rendus des classiques pour le monde. Je sais. Ok. D'accord. Mais c'est pas dans mes classiques à moi, c'est tout. D'accord. La relation qu'il y a avec Eddie, entre autres, tu sais, qu'on retrouve ces personnages-là qui sont très, très attachants. Puis, évidemment, on retrouve vraiment, c'est tous les éléments que John Hughes aime mettre à l'écran, évidemment, c'est les relations familiales. Oui. Ça, c'est très, très fort pour lui. Là, on les voit, c'est la famille à tout prix. C'est, pour lui, pour Chevy Chase, ce qui est important, c'est que la famille, peu importe qu'est-ce qui va arriver, Si la famille, on veut la c'est famille juste ça avant, qui compte. il va avoir Noël, peu importe que le Oui. sapin est pris en feu ou pas. C'est ça, on puis s'en tu sais, fout. en plus, c'est tellement drôle, la dynamique, sa dynamique familiale. T'as Juliette Lewis qui joue la jeune ado, Oui. qui, comme tout ado, peu importe ce qui était pas l'enfant, c'est de la merde. Oui, exactement. Non, mais puis John Hughes, lui, pour décrire des caractères, pour décrire des personnages, puis évidemment, il va, on sait que c'est pas, on n'y va pas dans les zones de gris, on y va dans le noir et blanc, là. Et c'est ça qui est vraiment très réussi. Donc, évidemment, c'est à voir et à revoir, ou à voir enfin. C'est ça. C'est ça. Ben oui, le Père Noël, il n'avait pas vu le Père Noël d'une ordure. Ah, ben, C'est un gars qui est au cinéma chaque semaine, puis il va voir des affaires que personne ne voit. Puis ça joue juste 2 jours, puis personne ne va jamais en parler. Fait que le film Schlag, un renard, des Irlande, D'accord. qui a été filmé avec un téléphone cellulaire, là, puis bon. Home Alone. Alors ça aussi, autre classique. passe à la télé, Attends, mais attends une là, minute, tu ça dis c'est écrit Gary. Michel, ça veut dire que tu l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Ah, ok, mais pour c'est moi, correct. j'aime pas ce film-là. Ah non? J'aime pas le film, non. Ok, d'accord, explique, à part ne pas l'aimer, là, tu sais, ça qu'il a. Non, j'ai pas aimé Home Alone. Je l'ai vu, je sais que c'était un film culte pour plusieurs, mais je sais pas, je clique pas, je ris pas, Ok, je sais pas quoi dire. Si un film familial par excellence, Ben oui. c'est bien celui-là. C'est bien celui-là qu'on. Ben, c'est pas familial, la famille est pas là, le petit gars est tout seul à la maison. Je sais, mais ça tu fait- vois, mais c'est quand même C'est le. Alors, je le sais, Le petit jeune qui est débrouillard et un peu espiègle. C'est C'est un film de Looney Tunes. En fait. Oui, C'est carrément, mais en Looney Tunes. vrai, Ouais. mais en vrai, tu sais, tous les subterfuges que les gars veulent employer pour réussir à le pogner, qui réussit jamais, il y a tellement de passes, tu sais, la boule sur la tête, les punaises, c'est comme tout, c'est drôle. Même Puis tu trouves pas drôle. j'aurais même mis Home Alone 2, sauf que c'est étant donné que c'est un copier-coller. Oui. Bon, moi, le film en tant que tel, non, mais toutes les scènes où, justement, les subterfuges sont utilisés, il y a des scènes tellement drôles dans le deuxième, où il y a le coffre-fort, où il y a le beam qui leur arrive d'en face. Moi, je ris à gorge déployée. Absolument. Vraiment, vraiment. Pour ce du reste, il y a des scènes, moi, qui me font presque avoir les larmes aux yeux là-dedans. Là. Moi aussi. Pas pour les mêmes raisons, mais... Non, mais ma copine, elle aime ça, Home Alone. Ah, Bon, parfait. Bon, ok, on va le décide regarder qu'on va ensemble. changer de place avec. Fait que ça se peut que tu sois Home Alone à C'est ça. Noël. Dessus. De toute façon, on n'a pas besoin d'en parler plus longtemps. Je pense que c'est un classique pour tous, à part Ah oui. pour une personne sur la Terre. Donc, ensuite, Edward Scissorhands en 1990. Pour bien des gens, ils vont dire, ah, Edward Scissorhands, film de Noël. Ouais, Ben, moi aussi, je fais, film de Noël. Non, mais il a joué et dans toi, de toute façon, tu comprends pas c'est quoi un film de Noël. Donc, Non, mais c'est. à part Die Hard, les Ouais. affaires de fusil. Ok, j'avoue que Edward Scissorhands, effectivement, c'est vers la fin qu'on Oui, sent qu'on. effectivement. Ouais, non, Oui, oui, c'est c'est ça, sûr. de Noël. C'est pas un film Mais- de Noël en tant que Non, tel. là. sauf que c'est comme un conte de Noël. Veux pas, parce que Danny Elfman qui fait la musique là-dedans, sa c'est musique tellement beau, ouais. est belle, c'est beau. Et le personnage d'Edward Scissorhands, le gars qui est tout seul puis qui commence à se mêler socialement, puis tu sais, c'est magique. C'est comme un conte en plusieurs parties. Ouais, Ouais, exactement. c'est ça. Exactement. C'est la puis- finalité qui est magnifique. Puis, Ouais. tu vois, ce film-là aussi est fait sur un adulte qui raconte son enfance. Ouais. Ouais. Tu sais, parce que ça finit avec Winona, là, qui raconte ça à sa petite fille, qui est couchée dans le lit. Fait que c'est ça monte encore plus l'aspect d'un conte. Ça fait un peu quasiment comme Princess Bride. Il y a personne sur le bord du lit qui raconte l'histoire. Fait que, non, c'est ça, au début, j'ai fait, c'est un film de Noël, mais effectivement, toute la dernière partie. C'est là que c'est quand il fait la neige et tout. Ouais. c'est, Ah, c'est- mais c'est très très magique. Puis
si vous voulez, c'est pas de la musique de Noël en tant que telle, mais Ah, si oui, vous presque. voulez une musique Ça a le féerique, fait, ouais. ça, tu sais, c'est un album qui vaut la peine. Vous allez sur YouTube, tapez-le, vous allez voir, c'est magique. Puis Parce que, on sent l'univers de Tim Burton. Ouais, Yeah, vraiment. Ouais, Il a fait les Beetlejuice, puis ça a ce look-là, ce feeling-là, tu sais, les avant réels qu'il soit, fantaisistes. dans l'univers d'Hollywood, là. ouais, qui s'est fait carrément gober par la machine. Ouais, là. ouais. Mais là, il y avait encore sa signature. Oui, là. exactement. Tu sais, qu'on reconnaît, là. Ouais. Puis dernier film de Vincent Price, puis c'est drôle, on dirait que c'est magnifique parce que c'est son mentor presque à... Ouais. Oui. À Donc, Tim Burton. Tim Burton, là, il a tellement aimé Vincent Price, puis c'était une fin magnifique pour lui, parce que c'est pas un film d'horreur, là, Non. c'était... C'est ça, ouais, une forme d'émancipation Ouais. aussi d'un acteur avec un super talent, mais qui était typecast. Ben, c'est pas un film d'horreur, mais ça fait un petit peu Frankenstein. Oui, c'est ça, mais Oui, c'est parfait, c'est un rôle magnifique Non, pour ouais, terminer ouais. sa carrière. Ouais. Tout à fait. C'est bon. Bon, ben, notre film de Noël, c'est tellement Noël, Batman Returns. Ben, c'est là, on a un autre film de Tim Burton. Oui. Et, tu sais, on parle d'Edward Scissorhands. Quand il a fait le Batman de Regardez au 1989, moment pendant ce temps-là. quand il a fait son film de Ah, Jessica, c'est 89, bon, hein. les studios, vu que c'était un succès, voulaient qu'il fasse un autre Batman. Tim Burton voulait pas. Puis c'est là qu'il a fait Edward Scissorhands. Puis ça me fait penser un peu ce qui est avec Christopher Nolan. Tu sais, il a dit, hey, fais un autre Batman. Il a dit, ah non, moi, il ne veut pas faire un autre Batman. Il a dit, ben, laissez-le faire son autre petit film. Fait qu'il a fait Inception. Après ça, il a fait son Batman. Fait que là, lui, c'est ça, il est allé faire son Edward Scissorhands. Et après, il est revenu faire Batman. Mais là, tu vois, on parlait avant qu'il tombe dans la machine, tout ça. Pour faire Batman Returns, les studios, ils ont dit, OK, tu fais pas comme un film de Batman, tu vas faire un film de Tim Burton. C'est comme s'il avait carte blanche pour faire ce qu'il veut. Ouais. Et je pense que c'est payé à la traite. Moi, quand je vois Batman Returns, bon, effectivement, encore une fois, on fait, c'est pas un film de Noël, mais tout se passe à Noël. Je veux dire, la première impression de Batman, c'est pendant une célébration d'inauguration du sapin. Oui. Puis quand le film finit, Alfred souhaite joyeux Noël à Batman. Fait que disons, c'est un Noël assez fucké. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime du film, deux aspects. Premièrement, il y a tout l'aspect, je trouve que Tim Burton a comme fait un hommage au cinéma expressionniste allemand des années 20. Absolument, oui. Tu sais, le design de la ville, c'est Métropolis. Le pingouin, là, de la façon qu'il est habillé, c'est, écoute, le docteur Caligari, le cabinet du docteur Caligari. Et l'autre méchant qui sort pas des bandes dessinées, mais Max Schreck, c'est le nom de l'acteur qui jouait le vampire dans Nosferatu. Oui. Fait que c'est vraiment, là, il a rendu un hommage au cinéma allemand de ces années-là. Ce que j'aime du film, c'est le personnage du pingouin. Je trouve qu'il l'a enrichi, qu'il a mis de la chair autour de l'os. Parce que dans les bandes dessinées, c'était quasiment Monsieur Pinot. Il a son honneur, son petit affaire pointue. Puis là, tout le côté obscur puis dark qui a amené ce personnage-là, je trouve ça super intéressant. Catwoman, on sait que Michelle Pfeiffer, c'est comme la Catwoman ultime du cinéma. Il n'y en a pas d'autre. Même si la façon qu'elle devient Catwoman... T'as pas aimé Halle Berry? C'est Ricky, là. Mais puis même Hathaway, je trouve que c'était dans The Dark Knight Rises, c'était pas comme Michelle Pfeiffer. C'est ordinaire. Bon, ce que j'aime pas de Catwoman dans ce film-là de Batman Returns, c'est de la façon qu'elle devient Catwoman, là, les chats qui mordent les doigts, puis elle a des pouvoirs. Mais si tu fais abstraction de ça, c'est un maudit bon personnage. Le petit reproche que je fais au film, c'est qu'il y a comme trop de méchants. Ils sont tous intéressants, mais c'est comme il y a des dynamiques, le fun, tu sais, comme Max Schreck avec juste le pingouin pour prendre le pouvoir de la ville. Juste ça, c'est une bonne histoire. Ouais. Là, Catwoman est trop. Mais après ça, si tu fais une histoire de Catwoman puis le pingouin qui se mettent ensemble, c'est comme Max Schreck qui est trop. Il y a comme une dynamique de méchant, je trouve, qui est pas parfaite. On fait souvent ça dans les films de super-héros. Hein, ouais, on dirait que c'est à partir de là, comme on va mettre plus qu'un méchant, parce qu'avant, c'était juste un méchant, mais... Puis je trouve, c'est ça, la photographie et les décors, moi, je suis charmé par ce film-là. Mais c'est sombre. C'est vraiment Noël fucked up, là, c'est ce film-là. Ouais. Exactement. Oh, Nightmare Before Christmas. Un autre Tim Burton. Ben oui. La thématique, c'est Tim Burton qu'on fait. Ça veut dire qu'il doit savoir raconter des histoires de Noël. Ben, il y a beaucoup de films de John Hughes, je sais pas si vous avez remarqué. Des films réalisés ou écrits par John Hughes. Et puis, oui, Tim Burton, effectivement, oui. Nightmare Before Christmas en 93.
Mais il l'a pas réalisé. Souvent, le monde pense qu'il a réalisé. C'est que lui, il a écrit l'histoire. Il n'a même pas écrit le scénario. Il a écrit l'histoire. Mais les designs des personnages, ça vient de son imaginaire. Puis même, c'est ça qui m'avait... Ça ressemble à sa folie aussi. Oui, ben si tu vois des making-of de films, puis à chaque fois qu'on te montre des croquis qu'il fait, pour moi, c'est qu'on voyait des croquis de Tim Burton prendre vie à l'écran. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, c'est ça que j'ai fait. Wow, OK, c'est les dessins de Tim Burton. Comme il a fait un peu Vincent, puis tout ça. Là. Vincent, puis après ça, ce qu'il a fait. Moi, je pense que Nightmare Before Christmas, ça a été son école pour faire un long métrage d'animation, parce que les films qu'il a fait après, The Corpse's Bride puis Frankenweenie, là, c'est lui qui les a réalisés. Ouais, mais For Corpse's Bride, chapeau. Ah oui. Mais pourquoi t'as mis ça sur la liste, Nightmare? Ben, c'est un excellent film, en fait. Magnifique film d'animation, bien sûr. Scénario, tu sais, quand on parle d'une bonne histoire, ça, c'en est une bonne histoire, une histoire originale comme on les aime. C'est surtout ça, c'est une histoire Oui, originale. Une histoire originale, mais aussi c'est un style d'animation auquel on n'est pas nécessairement habitué. Habitué du tout. Puis qui nous entraîne dans un autre univers. Puis c'est ça que j'aime un peu comme des films, comme on en a déjà parlé, comme des films comme Coco, puis comme Monster Inc. C'est ça que j'aime. C'est pas une histoire là, comme on a déjà vu. Sortir du moule, quoi. Exactement. La première fois que j'ai vu le film, j'ai pas aimé, par exemple. Je trouvais qu'il y avait trop de chansons au début du film. Je trouvais que c'était quasiment une opérette. Plutôt qu'un film d'animation. Très bonne chanson. Oui. Mais c'est après un deuxième visionnement, là, parce que je savais à quoi m'attendre. Au début, je fais OK, une chanson d'intro, après ça, une autre chanson, après ça, une autre chanson. Je dis, ben, écoute, ça chante tout le temps. Là, mais tu sais, la différence, puis en plus, c'est toi qui avais dit ça, c'est les chansons font partie de l'action qui rend le tout intéressant. Comparativement à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Parce que on arrête tout, on commence à chanter, ça comme par rapport. Les vieux Disney, là. Exactement. Alors, ça change un peu la dynamique. Autre film d'animation, Polar Express, donc 2004. Oui, ça c'est Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Je sais que quand le film a sorti, ça n'a pas fait l'unanimité avec certains critiques, parce qu'il y en a qui n'aimaient pas l'animation, trouvaient que c'était trop stiff. Ben, c'est très réaliste. C'est très réaliste. Ben, c'est parce que c'était dans les premiers films qu'on faisait de la capture d'image. Tom Hanks joue 5 personnages. Les Japonais, ça fait des siècles qu'ils font ça. C'est pas comme si le monde ne sont pas habitués puis ils n'ont pas vu. Ouais, mais en tout cas, ils ont recréé le visage de Tom Hanks. Fait qu'il y en a qui n'aimaient pas ça. Moi, ce que j'aime de ce film-là, justement, c'est le look. Je trouve que ça fait vieux livre illustré. Tu sais, des vieilles cartes Hallmark, là, les couleurs orangées, bleues. Martine va à la plage. Ouais, c'est exactement ça. Exactement ça. Prends un livre de Martine va à la plage, c'est ça. Ce que j'aime du film, c'est une histoire qui a rapport avec le Père Noël, mais si vous remarquez, on voit pas de cadeaux, il n'y a rien de mercantile. On voit des lutins, mais on voit pas qu'ils fabriquent des cadeaux. Puis encore là, ce film-là, c'est un adulte qui nous raconte son enfance, puis là, on tombe dans la magie de Noël. Mais on y va sur des valeurs de, tu sais, faut pas que tu perdes la magie pour garder ton côté enfantin, faut pas être tout seul, faut que tu te fasses des amis, puis je trouve le film est touchant pour ce côté-là, parce que le petit gars qui est tout seul, puis quand l'expédition en train est finie, ben, tu sais, il s'est fait des amis, fait qu'il sera pas tout seul. Mais si tu remarques le film, on ne te montre jamais de cadeaux. T'as pas genre, ça c'est un imbécile, ça c'est une poupée, puis moi je vais avoir la poupée. C'est pas ça qu'ils recherchent dans la vie. On a eu ça dans les films parce qu'on j'aime pas ça, on va voir les cadeaux, on va savoir ce qu'il y a de soir. Ben c'est ça, il y a un cadeau, justement, le petit gars qui est tout seul, puis qu'on comprend qu'il vient d'une famille pauvre, il voit qu'il y a un cadeau. Mais on sait jamais ce qu'il y a dans moi. Quand il retourne chez eux, il est comme, oui, le cadeau est chez nous. Il l'ouvre pas, on le sait pas, puis je trouve qu'on a tout éliminé ça pour être allé plus sur des valeurs humaines. Puis, évidemment, il y a un côté fantaisiste extrême. Je veux dire, là, si t'es maniaque de sécurité, oublie ça, là. T'es un enfant en pyjama qui marche sur le toit d'un train, là. Tu vas capoter si tu vois ça, mais si tu te laisses porter par la magie, c'est beau. Mais c'est ça que j'aime du film, je trouve touchant, c'est que c'est vraiment une affaire de valeurs humaines, puis de pas perdre la magie, puis la fin du film, Tom Hanks le dit, c'est que, à un moment donné, avec le temps, mes amis n'entendaient plus le grelot, parce que le grelot, tu l'entends si tu crois à Magie de Noël. Mais lui, il a gardé ce côté enfant-là. Fait que moi, je trouve que la fin du film, c'est touchant pour ça. Fait que c'est pour ça ça est dans mes classiques. C'est bon, mais moi, je vais tomber dans la liste à voir. T'as jamais vu de Polar Express? Non, j'ai vu les bananes. J'ai vu les bananes aussi de ça, mais j'ai jamais pris le temps de moi, je l'ai vu au cinéma en 3D. Je suis pas un fan du 3D, mais il y a quelques scènes, ça valait le coup. Justement, le plan, quand le train arrive devant la maison du petit gars, en 3D, là, avec le nuage de vapeur, c'est assez impressionnant. Il y a toute une scène avec un aigle qui prend un billet magique puis qui l'apporte. Puis... Fait qu'il y a 3-4 scènes en 3D, ça valait vraiment la peine. Mais il y a une chose étrange avec ce film-là, les personnages n'ont pas de nom. C'est vrai. Aucun personnage est nommé. Aucun personnage, ils se croisent. Puis même si tu lis le générique de la fin, ça va être écrit garçon héros.
pour dire que c'est le personnage principal, le conducteur, le vagabond, la fille héros, le petit garçon solitaire, le petit garçon qui sait tout. Mais il n'y a aucun nom. Le seul qui a un nom à un moment donné, c'est justement le petit gars pauvre, parce qu'il voit le cadeau, puis il dit c'est ton nom de Billy. On comprend qu'il s'appelle Billy. Mais sinon, il n'y a aucun personnage. Le gars qui va au cinéma tous les vendredis, qui voit des films. Le gars qui tousse au cinéma. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est particulier au film. C'est bon, ça. On termine notre liste avec Joyeux Noël, film de 2005. C'est un film peu... que j'ai pas vu, puis quand j'ai vu ça sur la liste, je suis allé voir la bande-annonce et j'ai regretté de pas l'avoir vu. Ouais. C'est parce que c'est basé, ok, ça a été romancé, mais c'est basé sur une vraie trêve. Oui, c'est ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ça Ouais. se passe en 1914, durant la guerre, là, 14-18. Et c'est un peu étrange parce que c'est pas dans le genre de film que je vais voir habituellement. Et je l'ai vu parce que j'étais obligé d'aller le voir. Bon, oui, c'est à l'époque où j'étais critique de film. Donc j'ai vu le film. Puis si j'y ai sur ma liste, c'est parce que je l'ai apprécié, évidemment. Donc ça se passe à l'époque où évidemment il y avait la guerre. C'était pas une période facile. C'est pas aujourd'hui où les gens sont dans les tanks ou dans des endroits où ils peuvent se cacher durant la guerre. Donc c'est dans des tranchées. C'est la guerre où il y a des Français, il y a des Allemands, il y a des Écossais qui se battent. Et puis avec à l'époque où c'est des arbalètes, puis c'est des moyens de guerre très rudimentaires. Et qui décident communément de fêter Noël ensemble. Puis évidemment, mais ça se fait pas du jour au lendemain, même en disant « Hey, ça te tente-tu de partager une tourtière, toi, J'ai de la bière! T'as de la bière ici, quoi. » Donc, non, mais c'est un film qui est très beau. Parce que, évidemment, la guerre, c'est jamais des sujets qui sont très, très faciles. Il y a des moments qui sont très émouvants là-dedans. Et c'est fait de manière... J'ai l'impression que le réalisateur a voulu faire un peu de Kubrick dans son film, sans en être un du tout. Il y a un côté très naïf aussi à la réalisation qui fait en sorte que, bon, d'accord, il est pas, c'est pas un film parfait, mais je pense que c'est la valeur ajoutée aussi au film qui fait en sorte que, parce que je pense que c'est la naïveté aussi de l'être humain qui fait en sorte que qui fait en sorte que le film réussit dans ce côté-là. Donc, puis des bons jeux d'acteurs aussi qui ajoutent à tout, qui fait en sorte que je pense que c'est un film à découvrir, là. Mais la langue originale du film, c'est quoi? C'était-tu un film français, un film allemand, un film français? Oui. Parce que ça parle de toutes les langues. Il y a du sous-titre. Là, j'ai fait, OK, c'est quoi la version originale mais du dans le film? temps, c'est Cristal qui l'avait distribué ici. Okay. Puis, non, moi, quand j'ai vu comme j'ai dit, je connaissais pas le film, là, c'est en le voyant ça aller, je suis allé voir la bande-annonce, puis j'ai tout de suite cliqué avec la série documentaire Apocalypse, où ce qui en parle de tout ça, cette trêve-là qui est arrivée, justement, parce que là, écoute, les hommes étaient écœurés de se tirer dessus. Ils faisaient la guerre, puis ils savaient plus pourquoi, là. Fait que quand j'ai vu la bande, j'ai fait, mon Dieu, il faut jouer ce film-là. Mais ça fait c'est un beau film à voir, là, pour se remettre les valeurs à la bonne place, je pense, dans le temps des fêtes, là. C'est le fun aussi d'avoir, on en a des fêtes de tous les genres, là, vous allez pouvoir vous amuser, rire et puis voir des choses différentes. Il y a des films vraiment d'enfants aussi, des films de familiaux, des films aussi pour... de testostérone. De testostérone, vous avez vraiment de tout. On va s'arrêter ici parce qu'il faut que j'aille remettre du lait pour le Père Noël, parce que là, notre mascotte, Gatsby, a bu tout le lait, puis là, s'il manque de quelque chose, j'ai très peur que le Père Noël m'apporte le Wrinkle in Time ou Tag, puis ça me tente vraiment pas. J'aime mieux avoir quelque chose de mieux. Alors, en attendant, si vous voulez faire un beau cadeau pour Noël, c'est très simple, vous vous abonnez, puis en plus, si vous vous abonnez, vous allez pouvoir faire sonner la petite cloche de Noël. C'est fantastique. Bon cinéma, à très bientôt.